Ici Jean-Dominique Leduc et Marc Tessier. Bienvenue à Entre deux cases, édition Angoulême 2025. Avec cette série de balados spéciales, nous vous proposons, Marc et moi, des entrevues avec différentes participantes et différents participants de la délégation québécoise, réalisées sur place, comme si vous y étiez. Stéphane Lemardelé, bonjour. Bonjour messieurs, ça va bien? Bonjour. Ben oui, toi-même. Très bien, heureux de vous voir et vous revoir, c'est le fun. Alors Stéphane, si on s'adresse à toi pour cet épisode spécial de notre couverture du Festival d'Angoulême, c'est que, outre ton travail d'auteur, et je tiens à rappeler quelques albums que tu as faits ces dernières années, soit Le Nouveau Monde Paysan, le storyboard de Wim Wenders et Queen Lille. Oui, voilà, Queen Lille et Les Femmes de la Prohibition. Alors, donc, il y a eu entre-temps, il y a eu Simone Veil aussi, entre deux, qui est une commande de mon éditeur. Alors, on peut donc dire que depuis vraiment Le Nouveau Monde Paysan, tu es sur une lancée comme auteur, là. Oui, en quelque sorte, c'est un peu le hasard des choses parce que moi, je suis tombé dans la BD tout petit, mais on m'a toujours dit que c'était pas un métier, que dessinateur, voilà quoi. Et ça a toujours été un rêve complètement irréalisable. Et c'est en fait Wim Wenders, en travaillant avec lui, j'ai travaillé surtout en dessin animé, puis en cinéma, faire des storyboards. Et c'est en travaillant avec Wim Wenders sur le storyboard de son film qui a été tourné à Montréal et au Cas, que c'est lui en fait qui m'a donné l'idée d'en faire une BD. Et de là, je suis retombé dans mon premier amour. Et puis depuis, les choses sont enchaînées parce que Wenders a été fait avant Paysan, mais ça a été édité après. Et puis, l'histoire continue. Puis là, c'est Queen Lille qui vient de sortir sur mon pays d'adoption, qui est le Brome-Missisquoi, dont je suis complètement en amour. Et là, je travaille sur une autre BD qui va porter sur Jeanne Benoît. Ah bon? Oui. Et sur les recettes bien grasses. Yes, sir! On va bien manger. Ah, ben c'est formidable. Écoute, évidemment, c'est vraiment passionnant de te suivre comme auteur. Mais la raison pour laquelle on discute avec toi aujourd'hui, et permets-moi de faire un saut dans le temps, oui, c'est que tu as été à la tête avec William Swift, donc co-organisateur de la délégation québécoise pour l'édition 2000 du Festival d'Angoulême. Et si je ne m'abuse, il s'agit dans le temps de la deuxième imposante délégation québécoise après celle, la première en 1985. Alors, j'aimerais rajouter que c'était la première fois que c'était pas un pays qui était invité, c'était une province. Fait que c'était le Québec qui était invité. Parce que des fois, il y a des délégations, mais les Québécois vont là, mais là, c'était le Québec qui était invité officiellement. Donc, il y a eu une grosse exposition dans le même site que celle de Julie Doucet quand elle était présidente. Fait qu'il y avait comme une quarantaine d'artistes québécois qui exposaient en même temps. Fait que c'était quelque chose. Il y avait 40 artistes, il y avait 75 œuvres originales, dont des immenses formats de series, de Lynn Gamache et tout ça. Non, ça a été un beau gros défi, ouais. Mais comment t'es-tu retrouvé avec William Swift à la tête? Alors ça a été quelque part un concours de circonstances. Moi, comme je disais tout à l'heure, j'ai toujours été un amoureux de la bande dessinée, mais c'était un métier irréalisable pour moi. C'est pas sérieux de faire des petits dessins. Et puis, en arrivant ici, j'ai découvert un paysage de la bande dessinée très original, très particulier, vraiment singulier, mais qui n'était pas du tout connu. Et je me suis dit, il faut faire quelque chose. Et j'avais la chance à l'époque, travaillant plus en cinéma, de rencontrer Daniel Langlois, feu Daniel Langlois. Et en discutant avec lui, j'ai appris qu'il était issu de la bande dessinée, de l'animation. Et on a fait Zina avec William Swift à Excentris. Et Daniel Langlois nous a financé d'un petit 40 000 $ à l'époque. Et on se posait la question, parce que c'était l'avènement de l'arrivée d'Internet. Alors, vous savez que le bruit, il fallait se connecter par la ligne de téléphone et tout ça. C'était les balbutiements. Et je suis carrément allé en France rencontrer des auteurs avec ma petite caméra pour savoir c'était quoi pour eux les nouveaux médias.
Et contrairement au Québec, les auteurs européens n'étaient pas chauds avec ça, alors que les Québécois se sont dit « yes, il y a quelque chose à faire avec ça ». Donc, on a fait Zina, qui était la zone internationale du 9e art, en se posant la question, c'était quoi le rapport entre la bande dessinée et ces nouvelles images? Et les Québécois étaient vraiment fervents de ces nouveaux outils. Donc, on a monté cet événement-là. Et en fait, c'est Angoulême et le gouvernement du Québec qui est venu nous chercher. Parce que nous, on cherchait du financement pour faire Zina. Et le gouvernement était un peu embêté parce qu'il ne pouvait pas financer Zina. Mais ils se sont dit, bah, attendez, là, il y a Angoulême qui nous tanne. Là. Ils veulent inviter le Québec comme invité d'honneur. Puis, ça fait 24 ans, on peut en parler maintenant. Il y avait une autre association et Angoulême voulait sincèrement pas travailler avec eux. Par contre, nous, ils ont dit, hey, c'est quoi ces deux jeunes là qui arrivent, puis qui parlent de nouvelles images, qui parlent d'Internet, qui parlent de nouveaux médias. Donc, ils ont voulu travailler avec nous. Et c'est comme ça que le gouvernement nous a, après Zina ou dans les mêmes temps, non, c'était un petit peu avant Zina, nous a donné le mandat. On ne savait pas du tout dans quoi on s'embarquait, William et moi, d'organiser la délégation à Angoulême. Donc, le festival d'Angoulême et le CNBDI, le Centre national de la bande dessinée d'image, est venu avec une délégation. Ils étaient une trentaine. Ils ont débarqué à Zina. Il y a Inki Bilal qui était là. Il y a Sokal. On avait Moebius en web conférence. On était vraiment innovateurs. C'était vraiment, ça se faisait pas du tout à l'époque. Même, je me rappelle tellement, la technologie était basse technologie. On avait l'image de Moebius à l'écran immense dans une des salles d'Excentris et le son passait pas. On a pris un bon vieux téléphone, on l'a branché, puis on a appelé Moebius dans son atelier. Puis on a vraiment collé le micro sur le téléphone pour que les gens entendent et voient l'image en même temps. Alors, c'était vraiment novateur. Donc, Angoulême était vraiment charmé par cette idée-là. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec le mandat du gouvernement pour organiser ces délégations. Pour tout vous dire, Angoulême cherchait aussi à financer leur événement et se sont dit, on va inviter un pays, en l'occurrence une province, et on va leur soutirer 300 000 $. Le gouvernement a dit, oh, doucement là. De peine et de misère, je crois de souvenir que le gouvernement nous a donné à peu près 90 000 $ pour envoyer une quarantaine d'artistes, 75 œuvres originales, enfin tout le Bataclan, quoi. On a fait ça vraiment avec des bouts de ficelle, mais heureusement, les artistes qui étaient avec nous, bon, il y en a qui nous chialaient dessus parce qu'on arrivait de nulle part. J'ai retrouvé des emails d'insultes d'auteurs québécois nous demandant c'est qui ceux-là, ces deux-là qui sortent de nulle part puis qui se retrouvent à organiser la délégation. Mais je pense qu'avec Zina, on a un peu entrouvert la porte. Puis à Angoulême, ça a été vraiment, on a mis le pied dans la mare. J'ai des regrets parce qu'il y a des choses qu'on aurait pu faire, qu'on n'a pas pu faire. Mais globalement, je pense que ça n'a pas été précurseur, mais ça a été comme la petite goutte d'eau qui a fait monter l'eau dans le vase et qui a permis à certains auteurs, je relisais des articles, là. D'ailleurs, Marc, tu as eu un bel article dans l'Express avec tes images. Je l'ai là sous la main, c'est vraiment le fun de retrouver ça. On a comme déclenché quelque chose et puis en relisant les articles par la suite, c'est pour ça qu'il y a quand même eu des retombées. Les auteurs québécois qui nous ont accompagnés ont quand même dit, attendez là, on fait de la BD qui est intéressante, qui est innovatrice et qui fait changer, qui a une autre vision que la bande dessinée très conservatrice à l'époque qu'on avait pas mal en Europe. C'était aussi les 10 ans de l'association qui a aussi apporté un nouveau courant là-dedans. Oui. Alors, Pardon? Non, mais tu me dis ça, je me rappelle, on était au vernissage de l'expo des 10 ans de l'association. Oui. C'était vraiment merveilleux. Donc, pour le Comics 2000? Oui, c'était le Comics 2000, tu sais. Mais 2000, c'était une année extraordinaire parce qu'il y avait la pastèque qui commençait. Oui. Nous autres, on avait fait le collectif Le Cyclope, qui était la première fois que j'avais obtenu une bourse pour payer tous les auteurs qui avaient enfin un montant d'argent pour faire une planche.
Fait qu'il y avait comme, t'es arrivé juste à un moment où il y a eu une espèce de bang de renouveau, de modernité, tu sais. Parce qu'il faut bien le dire, Stéphane, pour remettre les choses en contexte, à l'époque du montage de cette délégation-là, là, tu citais notamment que Bilal était venu à Montréal. La bande dessinée québécoise se relevait de la fermeture du magazine Crow. Oui. Donc, l'avènement, donc les débuts de la pastèque, c'est 1 an avant Mécanique Générale. Donc, tranquillement, il y a un bouillonnement qui se passe. Par contre, oui. Les médias ne parlent pas du tout de la production locale à cette époque-là. Là. Ah, mais pas du tout. Tu parles de Bilal. Alors déjà, toi, la Pastèque a fait sa conférence de presse pour annoncer leur site web, qui était une nouveauté. C'était superbe, hein? Soit dit oui, en passant, il était superbe leur site. Oui. Ouais. Et ça, ils ont fait la conférence de presse à Zina, et à Zina était invité Enki Bilal. Et Marie-France Bazot, qui était l'animatrice de radio à Radio-Canada, nous a clairement dit « Ah, moi, je veux inviter Enki Bilal ». Mais Enki Bilal, il ne voulait pas rencontrer les journalistes. Lui, il voulait rencontrer Daniel Langlois, il était là pour nous faire plaisir. Et Bazot a refusé de rencontrer les auteurs québécois qu'on voulait mettre de l'avant. Donc, les journaux refusaient quasiment d'entendre parler des auteurs québécois. Et c'est fou, hein, parce que là, c'est la même Marie-France Bazot à qui l'on doit la montée de popularité médiatique de Michel Rabagliati, parce que elle a fini par l'inviter à plusieurs reprises. Et elle invitait également Jimmy Beaulieu, hein, qui œuvrait comme chroniqueur BD à son micro. Donc, quand même, elle a, peut-être pas sur le coup, mais elle a fini par la suite quand même. Elle était une des premières à ouvrir sa tribune au médium local. Complètement. Ça a été un petit peu une prise de conscience des médias locaux avec Zina et avec la délégation d'Angoulême. Je dis, hop là, attends, il y a quelque chose d'intéressant là qui se passe. On va essayer de s'y intéresser. Alors, il y avait cette anecdote de Bazot. Une autre anecdote, c'est qu'il y a une émission de télé qui est venue à Zina et qui nous demandait, c'était vraiment une émission pour enfants. Mais nous, on n'avait rien pour enfants. Alors, l'entrevue était comme particulier. On essayait d'expliquer aux journalistes, non, mais c'est de la bande dessinée pour adultes, mais c'est pas de l'érotisme et encore moins de la pornographie. C'est des auteurs, point. Et je me rappelle aussi d'une présentation où on avait eu avec un des responsables belges qui, lui, prenait toute la place, expliquait la grande bande dessinée belge et tout ça, je ne citerai pas de nom. Puis moi, quand j'avais dû expliquer à Angoulême ce qu'était la bande dessinée québécoise, je me rappelle que j'avais pas de mots précis. Tellement c'était bigarré, ça partait dans tous les sens. Il y avait quelque chose, je relisais des articles encore là ce matin, où c'était vraiment, il faisait un rapport entre la bande dessinée franco-belge classique traditionnelle et ce qui se faisait au Québec et qui était considéré comme du beaux-arts. Donc, il y a même une journaliste après qui a parlé du travail de Dominique Desbiens, qui disait, mais c'est de l'art. Ben oui, c'est de l'art, madame. Alors, il y a vraiment quelque chose de novateur. Les artistes québécois, et puis c'est encore le cas, et sont vraiment des artistes, des auteurs en tant que tels. Et cherchent vraiment des nouveautés à provoquer, à sortir du carcan. Alors, depuis 20 ans, 24 ans, l'association a brisé de la glace en Europe, puis ça continue. Et Michel Rabagliati est un fer de lance parce qu'effectivement, il allait dans ce sens-là aussi. Donc, on sortait d'un côté traditionnel de ce qu'était la bande dessinée à l'époque. Et bien sûr, les médias ont commencé à s'y intéresser de plus en plus parce qu'ils disent, attendez, là, il y a de la création. Il y a quelque chose qui sort des sentiers battus. C'est fou parce que le principal mandat en 1985 de la délégation, qui était pilotée par l'équipe de Crow, c'était vraiment d'amorcer une première prise de contact avec l'Europe. Dans le cas de la délégation 2000, dans mes recherches au niveau d'articles de journaux ici locaux, il était question, entre autres, d'accroître la visibilité auprès des dirigeants locaux de l'importance du milieu de la bande dessinée québécoise. Et j'aimerais juste dire une chose par rapport à ça, c'est que 2000 concorde avec les débuts d'artistes locaux qui travaillent pour le compte d'éditeurs européens, comme par exemple Thierry Labrosse,
Oui. Et on aura dans les prochaines années, suite à cette délégation-là, vraiment un déferlement avec Vaureau, avec les Jacques Lamontagne, Denis Rodier de ce monde, etc., etc. Donc, c'était comment, messieurs, puis ça, je suis vraiment curieux de vous entendre parler à ce sujet-là. C'était comment, une fois que vous êtes débarqué au festival, comment ça s'est passé? C'était quoi l'ambiance? Est-ce que les gens du milieu étaient curieux à l'égard de la bande dessinée québécoise? Alors, effectivement, je ne sais pas, Marc, si tu veux commencer ou. Moi, je sais que, par exemple, je me rappelle le directeur du CNBDI, pour eux, le CNBDI, c'était Montréal, le Québec, c'était une ouverture vers les États-Unis. Donc, ils le prenaient dans ce sens-là. Alors, ils ne savaient pas c'était quoi. Ils ne savaient pas c'était quoi le Québec et ils ne connaissaient pas la bande dessinée québécoise. Alors, on était un petit peu dans un milieu tout à défricher et effectivement, on était dans quelque chose, un mouvement qui naissait. Il y a quelque chose qui arrivait. Donc, je pense que où on a vraiment le petit déclic, ça a été vraiment les nouveaux médias. Et je me rappelle les visiteurs qui venaient, on avait des ordinateurs qui étaient là, c'était complètement nouveau. Personne n'avait d'ordinateur à la maison, ou très peu. C'était vraiment les professionnels. Donc d'avoir une dizaine d'ordinateurs en accès libre, accès Internet et tout ça, il y avait les visiteurs étaient vraiment intrigués, ils allaient jouer là-dessus. Alors, et ce qui est intéressant, c'est qu'on avait plein d'auteurs qui avaient déjà des sites et qui expérimentaient le médium. Je me rappelle d'un auteur, je ne sais plus son nom, où lui, il faisait une bande dessinée qui ne tenait pas sur une page parce qu'elle se lisait, on allait à droite, à gauche, on remontait, et c'était vraiment le média l'écran qui nous permettait de faire défiler les images une par une, mais il n'y avait pas l'idée de la case. Donc, il y avait cette idée de créer avec cet outil-là, de raconter une histoire avec ces outils-là. Alors, on était. Il y a quelque chose qui était vraiment nouveau et qui nous permettait, les auteurs voulaient sortir de la case. Alors, on était un peu comme des ovnis. Ça, c'est clair qu'on mettait le pied dans quelque chose qui n'était pas connu. Et effectivement, les visiteurs étaient très intrigués. Et quand ils arrivaient dans la salle d'exposition, je ne sais plus comment ça s'appelait, le lieu Saint-Simon, quelque chose comme ça, ils découvraient ces ordinateurs, ces grands formats. C'était des cases, mais qui faisaient 7 pieds de haut. Donc, il y avait aussi bien Marc, toi, il y avait tes projections en continu. Ouais, moi, j'avais un set de tarot réalisé avec des trucages traditionnels puis Photoshop. Fait que je pense qu'il y avait une projection de 40 images continues dans. Voilà. Mais... C'est ça, donc c'était des projections continues, il y avait ces ordinateurs-là, des planches originales au format classique, mais je me rappelle Dominique Desbiens avait des morceaux de métal collés sur ces planches. Alors là, les auteurs, les invités, les visiteurs, je veux dire, regardez ça, puis c'est quoi l'affaire? Ça sortait vraiment, puis ces immenses toiles, je me rappelle, alors je tiens à remercier tous les auteurs qui nous ont accompagnés, parce que je me rappelle quand tout ce matériel-là est arrivé à la gare, on n'avait même pas le budget pour prendre un camion. Donc, c'est tout le monde qui a transporté les boîtes, les immenses toiles qui étaient roulées, qui faisaient donc 7-8 pieds de long. Ça a été une effervescence assez particulière. Moi, je me rappelle, j'étais brûlé mort. J'ai vraiment dormi pendant 3 jours après. Tout le monde a mis la main à la pâte. Il y avait un engouement. Il y avait quelque chose de vraiment chouette. Mais en plus, le festival était déçu. Au lieu de 300 000 $, ils n'avaient eu que 90 000. Donc, il y avait plein de petites choses. Un de mes regrets, par exemple, c'est que Crump était l'invité d'honneur. Il avait refusé de faire l'affiche. Et moi, je n'ai pas eu le tact à l'époque. Je pense qu'il était trop tard de toute façon. De dire, c'est sûr qu'il a refusé. Moi, je me rappelle, je pense que son affiche a été censurée. Fait que, à cause qu'il y avait de la nudité, tout ça. Fait Moi aussi, j'ai souvenir. Il y avait des petites cartes postales de l'affiche qui circulaient. Je pense que j'en ai une quelque part. Là. Ça se peut, je ne sais plus. Mais en tout cas, toujours est-il que l'affiche du festival cette année, c'était une liste de noms de participants. Et puis moi, dans ma tête, mon regret, c'est de ne pas avoir dit aux organisateurs, Jean-Marc Thévenet à l'époque, « Hey, mais vous invitez le Québec, pourquoi vous ne demandez pas à un artiste québécois de faire l'affiche ?» Ça, je regrette encore de ne pas avoir eu le tact
Mais peut-être qu'il était trop tard à l'époque, je ne sais plus exactement, quoi. Mais je pense que c'est ça. C'était Crum en a fait une, mais elle a été censurée. Fait qu'il ne voulait pas la mettre de peur de créer une controverse. Fait qu'elle a été écartée, mais elle a été imprimée en petit format, tu pouvais l'avoir. Fait que là, dans ce cas-là, j'imagine qu'ils ont fait ça à la dernière minute. C'est pour ça qu'ils n'auraient pas eu le temps de toute façon. Parce que moi, je pense à l'expo, puis mon seul regret, c'est quand je suis arrivé à Paris, mon appareil photo a brisé. Fait que moi qui fais des photos tout le temps, que j'aurais des images de l'expo, de tout ça, j'en avais pas parce que j'avais pas d'appareil. Je pense qu'à la fin, je pense que c'est Jean-Claude Amignaud qui m'a passé son appareil, puis j'ai des photos de toi complètement crevé à l'aéroport, là, quelque part. Je veux voir ça! Je serais curieux de vous entendre, messieurs, sur les retombées de cette délégation-là. J'ai lu, je crois que c'est un article dans Le Soleil de février 2000, si je ne m'abuse, où un des intervenants ou une des intervenantes du voyage disait qu'en fait, cette délégation-là avait essentiellement servi à tisser des liens entre les membres de cette délégation-là québécoise. Comme si tout à coup, il n'y avait plus l'enjeu de l'aspect géographique des gens de Québec, de Sherbrooke, de Montréal, comme si ça avait permis de créer un noyau. Avez-vous ce souvenir-là? Ouais, c'est sûr qu'il y avait une fraternité exceptionnelle parce que ça a provoqué des liens, ça c'est certain, entre les artistes. Je me rappelle, il y a un certain qui dormait dans plus ou moins des dortoirs, des choses comme ça. Donc, le voyage en lui-même était quelque chose, parce qu'effectivement, maintenant, Thomas-Louis Côté organise cette délégation-là, mais dans l'avion, tout le monde était ensemble. L'anecdote du quai de la gare où on avait tous nos boîtes pour l'exposition, puis tous les auteurs qui nous ont aidés à tout transporter, les livres, pareil, tout le monde a mis à la main à la pâte. Il y avait vraiment une fraternité qui était déjà un petit peu là, mais qui s'est soudée encore plus. Mais en lisant encore les articles que j'avais là, je suis tombé sur quelques articles d'avant Angoulême, et c'est la presse notamment qui annonce le festival d'Angoulême, qui parle de Giraud, qui parle de l'association, qui parle de Crump. Puis il y a 2 lignes sur les auteurs québécois invités. Ça, c'était juste avant l'événement à Angoulême. Après Angoulême, la presse a fait toute une page. Qui est-ce qui a fait encore une page? Attends, je regarde. C'était la presse. Le Voir a fait tout un dossier dessus, en parlant justement que la bande dessinée québécoise était vraiment du travail artistique. Alors, on voit en 2 mois, vu que Zina, c'était le 9 du 9 99 à 9h09, parce que c'était la fête du 9e art, de septembre à début janvier, il y avait un petit entrefilet dans tous les médias. Et par contre, après, il y avait des pages entières dans Le Voir, dans la presse, dans tous ces journaux-là. Et tu parlais de Bazot qui ensuite s'est mis à inviter Michel Rabegatti. Je pense que au niveau médiatique, ils ont commencé à se dire « Hop là, attends, il y a quelque chose. On ne sait pas c'est quoi, mais il y a quelque chose. » Est-ce que ça a été... je pense, je veux pas nous lancer des fleurs parce que c'est pas que nous. C'est vraiment tout un mouvement général qui avait un ras-le-bol des auteurs de ne pas être reconnus, puisque disait Marc tout à l'heure par rapport au fait que les auteurs avaient enfin un peu d'argent pour faire leur BD. Il y a eu comme une prise de conscience de quelque chose et qui est aussi due à le fait d'avoir mis 40 auteurs dans le même avion, dans le même train. Hey, on est ensemble, on va se souder les coudes, puis on va continuer. Alors, c'est toute une série de petits phénomènes qui ont fait que y a eu comme une solidarité, il y a eu une écoute un peu plus grande, etc. Et ça, c'est pas cette délégation-là, mais c'est tous ces petits événements-là ensemble qui ont amené à une sorte de sortie de la cave, du sous-sol de la BD. Ouais, là-dessus, tu as 100% raison parce que parce que je t'écoute, puis je pense, il y avait Julie Doucet qui avait commencé à publier chez Drone & Quarterly, fait qu'elle a commencé à avoir une reconnaissance, fait qu'il y avait quand même des petits points qui faisaient que, parce que pour moi, au Québec, c'est la BD d'auteur.
la BD autobiographique et l'auteur, pour moi, c'est la même chose. C'est que c'est des gens qui vont la faire coûte que coûte, même s'ils n'ont pas de moyens, parce que c'est un besoin d'expression qui vient de prime abord. Puis, c'était pas un besoin commercial. Puis moi, dans mon expérience, il y a beaucoup de gens au Québec qui auraient voulu qu'on copie le système franco-belge, qu'on ait une industrie de la bande dessinée, mais c'est pas possible ici. Puis, mais il y en a qui vont rassailler tout le temps parce qu'ils pensent à l'argent, mais je pense que le fait que c'était axé sur des auteurs, des artistes, puis l'exposition en tant que telle était magnifique, incroyable. Je pense que vous autres, en organisant ça, vous avez comme boosté d'énergie, puis de bonne énergie créative, toute cette équipe-là. Fait que ça a comme parti quelque chose, ça a comme un feu d'artifice qui a explosé après ça. Moi, messieurs, il m'apparaît clair, et on posera la question à Jimmy Beaulieu, mais l'année suivante, en 2001, Mécanique Générale a été fondée par 6 auteurs, dont Jimmy Beaulieu, Philippe Gérard, etc. Et ils ont édité à la dernière minute un collectif, question d'arriver à Angoulême en 2001 avec un livre en main. Et je serais curieux d'entendre Jimmy à savoir s'il n'y avait pas eu la délégation de 2000, donc l'année précédente, à quel point ce voyage-là pour eux et pour le lancement de la structure éditoriale Mécanique Générale, à quel point elle aurait pu avoir lieu. Donc, je pense que ça aurait eu lieu quand même, parce qu'il y avait vraiment, comme disait Marc, une volonté de créateur, de créer, point, coûte que coûte. Ouais. Donc cette volonté était là, et la bande dessinée, en général, c'est dans les années, avec l'association dont on parlait tout à l'heure, où on est sorti mondialement de la bande dessinée classique de 54 pages, etc. 48 cc. Pardon? Comme disait Menu, 48 cc. C'est ça. Où on est sorti l'association a fait du noir et blanc, a changé les formats même du livre. Alors, il y a plein de petits événements comme ça qui ont fait que la bande dessinée québécoise a trouvé son auditoria. C'est comme... Alors, ça aurait eu lieu quand même, mais ça a été le petit truc en plus qui a fait que d'un côté, les auteurs se sont retrouvés dans le même train, puis ils se sont dit, hey, je suis pas tout seul, finalement, on est une gang, puis une belle gang. Ouais. Même s'il y en a toujours des pas contents là-dedans, mais ça, c'est pas grave. Alors, il y en aura tout le temps. Tu sais. Oui, de toute façon. Alors, il y a eu quelque chose, ça a été dans un mouvement général, même mondial, et effectivement, il y avait cette volonté-là de créer à tout prix. Les médias sont mis à les écouter, et hop, là, ils ont réagi. Le format était explosé. On pouvait exposer. La bande dessinée québécoise était très underground, du fanzine. Mais entre le fanzine et ce qu'a fait l'association avec des formats noirs et blancs, la seule chose qui a changé, c'est que plutôt que ce soit agrafé à la main, c'était enfin porté par des éditeurs. Ouais, et donc, distribué aussi. Ça, c'est important parce que pour moi aussi, comme tu dis, il n'y a pas de différence. Il y a des différences de moyens puis de reconnaissance, mais le contenu lui-même, il était aussi fort, aussi bon. C'est juste que c'est ça, c'est juste qu'une cinquantaine, une centaine de personnes avaient la chance de le découvrir dans certaines librairies, sinon ça finissait là. Puis, comme tu dis, les médias, c'était dur à voir. Je me rappelle m'être chicané avec Denis Laure qui écrivait au Devoir, qui disait moi, je ne parle pas de trucs qui ne sont pas distribués en librairie. Puis je dis pourquoi on parle-tu de choses artistiques qui ont un contenu qui est fort? Oui, où on parle. Exactement. Mais je me porte un peu à sa défense, Denis, dans la mesure où quand on écrit pour un quotidien, il y a des impératifs et la diffusion d'une œuvre en est une. Je jouis, et je le dis, d'une grande liberté, d'une totale liberté au Journal de Montréal. Et quand je parle d'un fanzine ou quand je parle d'un livre distribué à petite échelle, ce n'est pas mes patrons qui me le reprochent. C'est les lectrices et lecteurs qui m'envoient des courriels de bêtises pour me dire qu'ils ne trouvent pas le livre. Dans cette optique-là, tu penses à Valium, puis le fait qu'il a tout édité, c'est ça qui l'a gardé un petit peu
et qui n'a pas eu la reconnaissance qu'il méritait parce que c'était pas des œuvres, c'était des œuvres artistiques, des créations artistiques qu'il faisait lui-même avec ses mains, qu'il imprimait, mais il ne savait pas. Mais c'est ça que je dis, quand tu as des créateurs d'exception qui font des choses comme ça, il faut briser les règlements puis en parler. C'est juste ça que je me chicanais avec Denis là-dessus. Pour dire Denis a fait un très bel article sur Zina, justement, qui nous a donné une bonne idée par la suite, c'est-à-dire qu'il décrivait ce qu'on faisait et il se posait la question de c'est quoi que ça allait devenir. Alors, je pense que, bon, c'est un ami, il habite Sutton en plus aussi, enfin, ou dans les environs, il est à Cowansville maintenant, et je pense qu'effectivement, c'est ça, on se posait la question. C'est quoi, d'où ça vient, c'est qui ces gars-là qui sont mal habillés, qui ont les cheveux longs, c'est comme ils sont à peine propres. Hey, c'est quoi ça? Ben, c'est des artistes, madame. Une chose est sûre, c'est qu'avec le recul artistique dont on jouit maintenant, oui, il m'apparaît clair que la délégation que tu as copilotée et à laquelle tu as participé, Marc, est un jalon très, très important entre la première délégation de 1985 qui voulait dire au monde « nous existons » et entre ça et tout ce qui a suivi. Parce qu'évidemment, il y a eu une accélération durant la décennie 2000. Hein? Il y a eu une multiplication de structures éditoriales. Internet 2.0 est arrivé, qui a permis à une nouvelle génération d'investir Internet. Et donc, il y a aussi, quand on parle de multiplication de structures éditoriales, on parle donc de plus d'autrices et d'auteurs qui sont publiés. Tout à coup, le médium a joui d'une plus grande diffusion ici. Et moi, je suis convaincu que n'eût été de cette délégation-là en 2000, je ne pense pas que les choses se seraient imbriquées aussi rapidement. Je pense qu'on y serait arrivé tout de même, mais je ne pense pas qu'on aurait cette conversation-là présentement en janvier 2025, n'eût été de cette délégation-là. Oui. Bah, écoute, sincèrement, tu me touches beaucoup parce que je n'avais pas cette notion-là. Pour moi, tu sais, pour répondre à ce que Marc disait, après ça, ça a été un petit peu la déprime et de se dire, bah, pardonnez-moi, mais voilà quoi. C'est ça, Stéphane, ça je disais, après ça, tu as comme disparu du paysage, puis je me suis demandé qu'est-ce qui est arrivé. Tu sais, comme William Swift, j'entendais des histoires où il était rendu, il travaillait il faisait des livraisons par camion, tu sais, je dis, what the fuck, tu sais. Puis là, quand j'ai vu que tu as sorti tes livres, j'étais content, tu sais, parce que moi, j'aime ça les gens qui lâchent pas, puis qui poursuivent pour attraper leur rêve. Puis je dis, OK, yes, Stéphane, il n'a pas lâché, tu sais, c'est cool. Ben, disons qu'après, comme il y a beaucoup d'auteurs qui nous ont houspillés, moi, j'étais quand même très découragé, outre quelques-uns, dont de ceux qui sont venus avec nous. C'était comme, bah, j'ai lâché prise. J'ai carrément lâché prise parce que je dis, bon, bah, je me rappelle d'un auteur dont je ne citerai pas le nom, qui nous avait dit, c'est qui ces deux guignols-là, mot pour mot dans son email, qui ne sont même pas des dessinateurs. Moi, dans ma tête... J'ai vu ça, ça me rappelle quelque chose, ça. Ouais, ben je l'ai là, le truc. On en a parlé tout à l'heure de lui, mais je ne le citerai pas parce que bon, ça sert à rien. Je pense qu'il a changé son fusil d'épaule. Mais moi, dans ma tête, c'est, hey, les gars, profitez-en. Même si ce n'est pas des vrais dessinateurs. Moi, je travaillais en dessin animé à l'époque. Donc, j'étais quand même un dessinateur. Mais profitez-en pour une fois que vous n'êtes pas obligé à la fois de créer et d'organiser, qu'il y a des gars qui vont organiser pour vous, embarquer dans le train. Alors, et je pense que la gang qu'on a emmenée avec nous, heureusement, vous étiez 40, donc ça fait quand même beaucoup de monde. Il y a eu cette continuité-là. Alors moi, pour répondre à ta question, Marc, bah, j'ai continué de travailler un petit peu en dessin animé. Puis après, bah, j'ai travaillé plus en cinéma. Puis c'est comme ça que j'ai continué à dessiner jusqu'à ce que je rencontre et que je travaille pour Wim Wenders et que je me dise, bah, je suis capable, moi aussi. Allez, on y va. Alors, mais l'amour de la BD est toujours resté là, si tu veux. Mais c'est ça, pour donner à César ce qui revient à César, là, avec un petit clin d'œil à Astérix. Là. Tu sais, quand je pense à tout ce que vous avez fait, à cette expo incroyable, puis les visites subséquentes que moi, je suis allé à Angoulême où il n'y a presque plus d'exposition des Québécois, où c'est des reproductions sur des panneaux de métal qui, pour moi,
et pas une exposition. Tu sais, c'est plus une mise en contexte, mais c'est pas des œuvres originales, c'est pas des créations. Tu sais. Fait que ce que vous faites, ce que vous avez fait, c'était extraordinaire. Ah ben, merci beaucoup. Sincèrement, tu me touches parce que j'avais pas, ayant un peu lâché prise, j'avais pas cette notion-là. Puis, c'est ça, on a tout abandonné. William aussi. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup savoir ce qu'il devient, William. J'aimerais beaucoup le revoir. Je sais qu'il a eu des déboires personnels par la suite, mais on s'est donné corps et âme à ce projet-là, qui était Zina. D'ailleurs, Zina n'a pas eu de numéro 2 parce qu'on était découragés. Puis, on a abandonné. Alors, mais de l'entrevue qu'on a là, ça me fait chaud au cœur parce que ça me fait voir que on était dans la bonne voie quelque part. Oui, d'ailleurs, je pense que tout le milieu vous sera Redevable. éternellement redevable. Oh, attends, wow, attends. Non, mais c'est des états de service qui sont fort importants et appréciés, Stéphane. Alors, on te l'envoie. Ouais, merci, je le prends, puis ça fait du bien même 24 ans après. Mais c'est ça, vous avez mis la barre haute d'une certaine façon, parce que je crois, ouais. Je pense que l'équivalent, c'est quand Julie Lucet était présidente, puis j'ai vu son expo, c'était au même endroit. Fait que ça me faisait un petit pincement de cœur dans le même espace. Puis je dis, c'est le fun, là, Julie est là. Puis pour moi, c'était une continuité de ce que vous avez fait, là. Fait que c'est ça, c'était intéressant de voir que, bon, tu sais, OK, ça continue. Mais il ne faut pas que ça lâche, tu sais. Je pense qu'il faut aussi, les gens qui aient une réflexion sur comment on expose les gens à l'extérieur, les Québécois, puis de quelle façon, tu sais, il y a des façons promotionnelles, mais il y a aussi des façons artistiques. Puis dans votre approche, ça rendait grâce à les artistes du Québec, puis en présentant leur création. Puis ça, à part Julie qui a eu son expo, j'ai pas vu grand-chose qui a été dans là-dedans. Mais peut-être quelqu'un va me dire, OK, en telle année, ça a été fait, puis je n'étais pas là toutes les années, mais c'était quand même quelque chose, là. Puis je trouve ça, je comprends exactement votre feeling à tous les deux, parce que quand vous étiez tellement donné, puis je me rappelle, vous aviez tellement cette énergie, puis vous étiez habité, vous, lumineux, plein, vous étiez comme des centrales hydroélectriques, tous les deux. Puis après ça, je me rappelle, je te disais dans l'aéroport, je vois ta photo, tu es couché sur un banc, puis là, c'était comme tu as de l'air exténué, là, vidé. Ah non, mais je te jure, je suis rentré en Normandie chez des amis, puis il y avait un gros party ce soir-là. J'ai traversé la salle, enfin la cuisine où il y avait le party. Je suis monté l'escalier, je me suis écrasé tout habillé sur le lit et j'ai dormi vraiment 3 jours. Ils m'ont réveillé au bout de 3 jours pour me mettre dans l'avion. Puis je pense que c'est à Montréal, je me suis réveillé. Stéphane Le Mardelet, merci beaucoup de ton temps. C'est moi qui vous remercie, les amis. C'est vraiment le fun de se remémorer tout ça. Puis je suis vraiment touché parce que sincèrement, je ne suis pas encore sûr que ça ait eu autant de portée. Pour moi, c'était dans un ensemble de tout ça. Alors, ça a été le petit truc en plus avec l'avènement d'Internet, les Internets, comme disait Bazo à l'époque. Il y avait tout un mouvement et ça a été le petit coup de pouce de plus parce que la création était là et il y avait vraiment une. Tu vois, un des autres regrets que j'ai aussi, c'est qu'il y avait l'ancienne caserne de pompiers d'Angoulême. Et cette caserne de pompiers-là, c'était un gros bazar, c'était le truc underground. Et je dis, il faut exposer là-dedans. Je voulais. On a fait la visite, et d'autant plus que le bâtiment avait 9 fenêtres. Et moi, mon idée, c'était de faire des projections de diapos sur les 9 fenêtres en continu jour et nuit. Et Angoulême nous a dit non, parce que c'est pas sécurisé. Oui, mais c'est là qu'on veut être, nous. Ça aurait été extraordinaire parce que ça aurait été d'aménager de façon créative un lieu complètement nouveau et ça collait encore plus à ce qu'était la bande dessinée québécoise, que coûte, on va créer, on va raconter des histoires, on va se raconter. On s'est retrouvé à Saint-Simon, c'était correct, c'était plus propre, mais c'était dans cette idée-là. Je pense qu'il y avait des créateurs hallucinants qui sont encore là, et il y en a d'autres qui sont arrivés. Je pense à Djibril, je pense à des jeunes auteurs qui arrivent. Et ça, il y a vraiment quelque chose de très, très fort. Et tu vois, là, pour ce nouveau projet sur Jeanne Benoît,
Je suis en train d'approcher d'autres éditeurs. Puis, il y a vraiment une écoute et que maintenant, grâce à Internet, c'est pas parce qu'on est à 6000 km qu'on peut pas se faire éditer. Alors, c'est dans tout ce mouvement-là que la bande dessinée québécoise a pu trouver sa place et qu'elle grandit sans arrêt. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Alors, il ne nous reste plus qu'à te souhaiter bon vent pour cet album sur Jeanne Benoît. Moi, j'ai l'eau à la bouche, littéralement. C'est succulent. Écoute, j'ai un plaisir à travailler là-dessus. Hey, vous saviez que son encyclopédie a été vendue à 2 millions d'exemplaires? À 2 millions. Ben, je savais que ça s'était vendu beaucoup, mais je ne pensais pas 2 millions d'exemplaires. Oui. Tous les foyers québécois l'avaient. Exactement. Et que c'était une des rares personnalités artistiques ou personnalités vedettes à rallier aussi bien le monde anglophone que francophone et qu'elle a été mariée à 2 hommes en même temps. Ça, je savais pas. Toute une madame. Oui, hein? C'est fou quand même la gourmandise, jusqu'où ça peut nous mener. La bouffe, ça nous relie. Stéphane, merci beaucoup. Et à merci, messieurs. Indicatif sonore, Xavier Pinchot. Pour suivre notre couverture du Festival Angoulême édition 2025, rendez-vous au jean-dominique-leduc.ca/tribune au pluriel, /catégorie au pluriel, /Angoulême-2025. Certes, c'est long, mais ça vaut le coup.